Voilà, bonjour à tous. Alors, chers amis, chers collègues, je suis ravi de vous accueillir à notre événement intitulé redécouvrir l'RPME. Je présume qu'on a une série de membres, mais également des personnes qui connaîtraient un petit peu moins leur association. Donc, cet événement leur est destiné aussi. Alors, ce n'est pas un hasard si nous l'organisons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous aurions en fait dû nous retrouver à Nice pour notre congrès bisannuel qui aurait dû démarrer hier et se serait prolongé jusqu'à vendredi. Alors, comme vous le savez, le CIF PME a été reporté au mois de mai. J'y reviendrai en toute fin de présentation. Alors, nous avons donc voulu vous fixer rendez-vous en ce moment un peu particulier pour évoquer avec vous nos réalisations au cours des 2 dernières années. Alors, vous allez voir qu'on n'a pas chômé. Et pour aussi un petit peu parler de nos projets en cours. Alors, je ne vais pas être tout seul à prendre la parole. On va un peu varier les plaisirs. Enfin, je ne sais pas si c'est un plaisir, mais on va introduire un peu de variation. Et nous serons 4 à prendre la parole. Donc, après moi, interviendra notre vice-présidente Marie-Pierre Tremblay. Ensuite, notre trésorière Stéphanie Lou et la rédactrice en chef de la revue internationale PME, José Saint-Pierre. Nous allons essayer d'être relativement bref pour vous donner la parole aussi. L'idée, c'est vraiment d'avoir un dialogue et d'essayer de répondre du mieux possible à vos questions. Alors, je vais vous expliquer en 2 mots le plan stratégique dont l'RPME s'est doté, sur lequel le bureau a commencé à travailler en 2018 déjà. Mais avant ça, et notamment à destination de ceux qui nous connaîtraient un petit peu moins, je vais rapidement présenter notre association. Alors, nous sommes la plus ancienne, et chaque mot a son importance, la plus ancienne association internationale savante francophone en entrepreneuriat et PME. Euh, nous comptons entre 150 et 200 membres, donc les années de congrès. Notre congrès a lieu tous les 2 ans. Il y a un petit peu moins de membres. Nous sommes l'association partenaire de la revue internationale PME, donc dont José est la rédactrice en chef et elle va y revenir en fin de présentation. Nos principales activités sont les suivantes. Donc évidemment, il y a le congrès, le congrès international francophone en entrepreneuriat et PME qui a lieu tous les 2 ans et qui rassemble effectivement entre 150 et 200 personnes à peu près. Une autre de nos activités est de faire circuler l'information sur les congrès, sur les numéros thématiques, sur l'ouverture de postes, donc tout ce qui intéresse les chercheurs en entrepreneuriat et PME au sein de notre réseau. Nous parrainons aussi toute une série d'activités. Nous parrainons des congrès, nous parrainons des colloques, nous parrainons des journées d'études. Donc on vient donner cette espèce de timbre de scientificité à ces événements. Et alors, nous remettons tous les 2 ans le prix de la meilleure thèse en entrepreneuriat et PME, ainsi que le prix Julien Marchonnet, qui, là plutôt qu'un jeune chercheur, vient plutôt récompenser une carrière particulièrement exemplaire dans notre domaine. Alors, je parlais de la diffusion des informations. Nous sommes aujourd'hui plus de 450 sur la liste de diffusion de l'RPM. Alors, voilà. Alors, je vous disais que nous avions travaillé sur un plan stratégique. Et qui dit plan stratégique, dit évidemment rédaction d'une mission. Et la mission de l'RPME, c'est de contribuer au rayonnement international des travaux francophones en entrepreneuriat et PME. Et par le biais de nos activités, nous voulons être un espace privilégié d'information, de débat, de réflexion, de diffusion, et c'est important, de formation continue pour toute la communauté de chercheurs francophones et francophiles œuvrant en entrepreneuriat et PME. Formation continue, pourquoi? Vous le verrez tout à l'heure. Nous avons des activités qui sont destinées à des plus jeunes chercheurs, donc pré-doctorants. Nous avons d'autres choses qui sont plus destinées à des jeunes docteurs. Nous voulons également un espace de formation pour les chercheurs en milieu de carrière ou voire plus avancés dans leur carrière. Et nous adressons aux chercheurs francophones et francophiles, c'est important. Nous avons une série de membres qui ne sont pas francophones au départ, notamment hispanophones,
Vous savez que tous les 2 ans, nous parrainons un gros congrès en entrepreneuriat et PME qui a lieu au Mexique notamment. Alors, qui dit mission dit aussi vision, évidemment. Et notre vision, c'est d'être l'association scientifique francophone de référence internationale. Donc ça, c'est un mot important, hein. Nous avons des membres dans tous les pays francophones du monde et je le disais, dans d'autres pays francophiles aussi, en entrepreneuriat et PME, auprès des chercheurs tout au long de leur carrière et auprès de la société sur les questions relatives à l'entrepreneuriat et la PME. Donc, nous voulons aussi œuvrer pour la société, avoir un impact sociétal et être une référence scientifique. Alors, nous sommes interrogés sur nos valeurs et il y a 3 mots qui reviennent systématiquement et aussi quand on interroge nos membres. C'est d'une part la rigueur, rigueur dans la recherche, rigueur scientifique. La convivialité, ça c'est vraiment un élément essentiel d'appartenance à l'RPME. Généralement, quand on développe un projet international et qu'on va trouver des partenaires dans d'autres pays, ben on va souvent penser à d'autres membres de l'RPME. Notre colloque est aussi un exemple parfait de cette convivialité, hein. Je pense que le retour qui est donné aux chercheurs, notamment aux jeunes chercheurs, est toujours fait de manière très constructive, voire de manière très amicale. Je n'hésite pas à utiliser ce mot amitié, qui va peut-être même au-delà de la convivialité. C'est un élément vraiment, vraiment important. Et alors finalement, notre ouverture internationale, vous savez que nous avons un collège des vice-présidents pays qui est présidé par Marie-Pierre et qui œuvre à renforcer les bases et à construire sur cet aspect international. Alors, nous sommes également interrogés sur les axes stratégiques sur lesquels nous avons commencé à travailler il y a 2 ans et sur lesquels nous allons continuer à travailler dans les années qui viennent. Le premier, c'est la formation. Donc ça, j'en ai déjà parlé, hein, formation donc, tout au long de la carrière. La question d'appartenance. Donc, c'est en lien avec cette question de convivialité. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'appartenir à l'RPME et comment est-ce qu'on peut renforcer ce sentiment d'appartenance. Bon, on n'y échappe pas évidemment, hein. Les questions de numérisation, hein, elles sont devenues importantes, elles vont continuer à l'être dans les années à venir et vous allez voir qu'on a déjà fait pas mal de choses dans ce domaine-là. Nous voulons continuer à proposer des événements intéressants et originaux à nos membres, je vais y revenir dans un instant. Et finalement, le 5e axe, c'est la question de visibilité. Nous voulons être visibles à la fois dans le monde scientifique, mais également dans la société. Alors, tout cela, nous l'avons décliné en une série d'actions plus pratiques, hein, donc des choses plus tangibles. Et la première, certains d'entre vous y ont peut-être déjà assisté, c'est l'organisation de webinaires. Donc, le tout premier webinaire a été organisé par un des groupes thématiques. Nous avons des groupes thématiques sur lesquels notre vice-présidente Marie-Pierre va revenir dans un instant. Il y a eu un second webinaire sur les questions de mesure de la performance en entrepreneuriat et PME qui a été animé par Marcus Desjardins. Et un 3e webinaire sur la valorisation des thèses de doctorat aujourd'hui, qui a été animé par Marine Faliz et Nathalie Guillemot. Alors, nous voulons également continuer à développer les avantages pour nos partenaires institutionnels. Vous savez qu'on a une série de partenaires privilégiés. Je vais y revenir dans un instant. Une nouveauté, enfin, ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Les plus anciens d'entre vous se souviendront que dans le temps, nous avions régulièrement des entrevues qui étaient réalisées avec des jeunes chercheurs, qui étaient publiées notamment dans la revue internationale PME. Et on s'est dit que ce serait une bonne chose de relancer ce type d'entrevue, mais sous une forme un petit peu plus moderne, un petit peu plus adaptée, plus proche des webinaires. Et c'est notre collègue Estelle Jouison de Bordeaux, qui est administratrice également, qui va s'en charger dans les années à venir. Nous avons également décidé d'impliquer plus nos administrateurs, et notamment à leur demande. Et une série d'administrateurs ont souhaité, ont accepté, ont demandé d'animer, de présider des groupes de réflexion. C'est une série de points qui nous semblent importants. Alors, un premier groupe qui s'est déjà réuni, qui a déjà commencé à travailler bien en amont de ce congrès-ci, c'est le groupe de réflexion sur l'avenir du congrès, de notre congrès du CIFE-PME.
Donc, est-ce que les congrès vont être amenés à changer? Est-ce qu'il faut changer les modalités? Vous avez vu que cette année-ci, on est déjà passé à des résumés étendus, hein, ce qui est le cas des autres grands congrès internationaux en entrepreneuriat et PME. Est-ce qu'il faut l'adapter différemment? Est-ce que le congrès physique doit être revu partiellement aussi? Et là, c'est Amélie Jacquemin qui préside ce groupe. Alors, une autre administratrice qui s'implique dans l'avenir de l'RPMS, c'est Annabelle Jaouen, qui, elle, travaille sur le développement des avantages pour nos partenaires institutionnels. Donc, comment faire pour qu'il y ait une véritable valeur, à la fois pour nous, mais aussi pour les partenaires dans ce partenariat privilégié. Alors, Catherine Gundolf, elle, préside un groupe de réflexion sur le consortium doctoral. Vous savez que tous les 2 ans, lors de notre congrès, nous avons un consortium doctoral. Et est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas prévoir des activités plus régulières? Est-ce qu'il n'y a pas la synergie à établir avec d'autres événements qui pourraient avoir lieu pour les doctorants? J'ai parlé déjà des entrevues avec les jeunes chercheurs qui est pris en charge par Estelle Jouison. Et alors, finalement, Marion Polge, que j'ai déjà évoqué, qui travaille sur les questions d'avantages pour les partenaires institutionnels. Pardon, j'ai fait une petite erreur. En fait, Annabelle Jaouen ne travaille pas sur les questions d'avantages pour les partenaires, mais sur le tutorat collectif virtuel pour les chercheurs, sur lequel Stéphanie reviendra tout à l'heure. Alors, nous avons également développé un partenariat avec l'Université Laval, qui proposait déjà une école d'été en entrepreneuriat. Et cette école sera dorénavant commune à l'Université Laval et à l'RPME. Et Marie-Pierre va y revenir dans un petit instant. Il y aurait déjà dû y avoir une école d'été cette année, mais ça a été reporté à cause du Covid. Marie-Pierre reviendra également sur notre présence sur les réseaux sociaux. Donc, vous aurez vu que nous sommes beaucoup plus présents que dans le passé. Elle reviendra également sur l'implication des groupes thématiques, notamment dans les webinaires. Alors ensuite, Marie-Pierre cédera la parole à Stéphanie Lou, notre trésorière, qui va parler de manière un peu plus approfondie du tutorat collectif virtuel pour les chercheurs que nous allons organiser, toujours dans cette perspective de formation tout au long de la carrière. Et alors finalement, José Saint-Pierre présentera la revue internationale PME et elle évoquera aussi brièvement notre projet de collaboration sur des capsules qui seront faits avec la revue. Alors avant de céder la parole à Marie-Pierre, je vais un tout petit peu évoquer la question des partenariats privilégiés. Alors, vous savez que nous avons 10 partenaires aujourd'hui. Nous cherchons en permanence à renforcer leur visibilité, notamment au travers de la présence de leur logo sur le site, au travers d'informations plus particulières à ces partenaires, de flash infos spéciaux qui sont faits pour eux. Et notre souhait, c'est de continuer à nous ouvrir à de nouveaux partenariats et d'offrir à l'ensemble de ces partenaires un accès privilégié aux webinaires, aux capsules jeunes chercheurs, au tutorat, etc. Et notamment à leurs membres qui ne seraient pas membres de l'RPM. Voilà, je vous retrouve en toute fin de présentation pour évoquer très très brièvement le colloque du mois de mai et je cède sans plus attendre la parole à Marie-Pierre. Bonjour à tous, j'espère que le son est bon. Franck, tu peux me confirmer que tout va bien? Excellent. Alors, très, très heureuse de vous retrouver virtuellement ici. Évidemment, ça aurait été, comme Franck le disait, beaucoup plus agréable de renouer les amitiés en personne, mais disons que c'est une façon pour nous de garder le contact et j'aurai le plaisir dans les prochaines minutes de vous parler de quelques nouveautés qui ont été un peu mises en contexte par Franck. Alors, tu peux, Franck, passer à la prochaine diapo. Alors voilà, tel qu'évoqué, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, découvert la série de webinaires qui a été lancée dans les derniers mois. Essentiellement une série qui permet de mettre de l'avant certains sujets alentour de préoccupation des chercheurs et des membres de l'RPME, mais qui se veut en fait beaucoup plus ouvert à l'ensemble de la communauté. Donc, c'est une façon aussi pour nous de créer ce lien-là avec la société en général. On vous parlait de l'impact qu'on souhaite avoir. Donc, c'est une façon aussi de
je dirais, de maintenir le dialogue entre chercheurs, avec les doctorants, mais également quiconque est intéressé par les thématiques qui sont portées par les webinaires. De façon, je dirais, systématique et prioritaire, les 4 groupes thématiques offrent et offriront dans les prochains mois des webinaires. Donc, je vous rappelle ici les 4 groupes thématiques de l'RPME, dont 2 sont en collaboration avec l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Alors, le premier groupe Inspire, qui en fait Inspire pour innovation, société, processus entrepreneurial, qui est porté par 3 personnes, effectivement, Marie Gomez, Brace, Marion Polch et Christina Theodorakis. Également Business Transfer, où on retrouve Catherine Thévenard plutôt et Audrey Missonnier. On aura une activité qui est en planification avec ce groupe-là. Également sur la thématique de l'entrepreneuriat responsable avec Valérie Ballereau, également à venir dans les prochains mois. Et entrepreneuriat et genre, c'est le prochain. Alors, vous aurez la date à venir, là, normalement, vers la fin du mois de novembre, décembre, c'est le prochain groupe thématique qui animera un webinaire. Pour rappel, en fait, le webinaire est sous une formule à peu près de 60 minutes. Généralement, on planifie pour accommoder davantage de personnes à l'entour de la planète à 9 h le matin, qui est pour le Québec et qui donne un 15 h du côté de la France ou de la Belgique, du moins, où se retrouve une bonne partie de nos membres. Donc, c'est quand même un horaire qui est, je dirais, qui est accommodant pour tous et surtout qui permet, dans une formule assez synthétique, d'entamer une discussion et de créer des liens. Donc, c'est vraiment une formule intéressante. Également, d'autres thématiques variées, dépendamment, Franck a évoqué là, le Research Model Canva qui avait été présenté, performance entrepreneuriale. On a également un webinaire sur l'utilisation de méthodes qualitatives, notamment, qui est à venir. Donc, d'une part, si vous souhaitez participer au webinaire, je vous invite à rester informé. Vous verrez nos différents canaux de communication. Je vais y revenir. Mais également, si vous êtes membre de l'RPME, que vous avez peut-être envie de proposer une thématique à travers les webinaires, soit par le biais de votre groupe thématique ou encore si vous avez une autre thématique à offrir, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis le point de contact ou du moins avec l'adresse générique de l'RPME. Les communications sont assez fluides, donc on verra comment on peut programmer le tout. Alors, ça, c'est pour les webinaires où on n'a pas nécessairement une programmation fixe avec un nombre fixe, mais vous voyez, c'est assez dynamique. Alors, prenez part à ces périodes d'échange, sont toujours fort agréables. Prochaine diapo, où je reviens un peu justement sur nos différentes présences sur les médias sociaux. Peut-être que certains l'ont constaté. Plusieurs d'entre vous, ou du moins plusieurs personnes, sont déjà, je dirais, membres et suivent de près nos réseaux. La première nouveauté, c'est la création de la chaîne YouTube, qui est évidemment en parallèle avec la réalisation des webinaires. Donc, c'est une plateforme où on peut voir et revoir les webinaires qui ont été présentés. Donc, je vous ai mis un peu l'image. Si vous recherchez la chaîne RPME sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir retracer l'ensemble des webinaires. Alors, pour ceux qui souhaiteraient en faire le visionnement ou le visionnage. Je ne me rappelle plus c'est quoi le terme adéquat. D'ailleurs, je remercie, je prêche pour ma paroisse, mais je remercie beaucoup le soutien technique de la FSA Laval, donc ma faculté à l'Université Laval, qui nous soutient dans la réalisation des webinaires, également l'enregistrement des webinaires et tout ça. Donc, c'est très facilitant. Je les en remercie beaucoup. Également, pour ceux qui l'ont vu, l'RPME a fait son apparition sur LinkedIn dans les derniers mois. Donc, bien évidemment, c'est une façon pour nous de présenter l'information, d'avoir peut-être une rapidité de partage d'informations. C'est un canal qui va être privilégié. Donc, c'est la plateforme si vous souhaitez nous suivre pour avoir de l'information sur la programmation, sur le congrès, sur les webinaires et autres. Alors, c'est l'endroit pour avoir l'information. Également, j'en ai mis l'image, donc le site Internet demeure et qui a été revampé, là, je vous dirais, dans la dernière année. Ça a été un gros mandat également. Je remercie notamment Colette Fourcade pour son soutien extraordinaire dans l'exercice. Et sur le site, vous avez donc l'information sur l'association, davantage de services. Le temps nous étant limité,
on va un peu au plus simple, là, mais vous verrez l'ensemble de l'offre de l'association et également toutes les informations là, sur les activités. Évidemment, un projet que je porte et que je chéris, c'est celui de l'école d'été en entrepreneuriat et PME. Donc, j'ai déjà, José remarquera, j'ai déjà ajusté le titre pour être très conforme à la recherche en entrepreneuriat PME que soutient l'association. Donc, depuis 2016, l'école d'été a vu est née. C'est un projet que j'ai développé en collaboration avec Sophie Veilleux et je suis très, très heureuse de voir que l'école d'été avec l'ARPME a finalement maintenant réalisé, j'appelle ça un joint venture, donc c'est une présentation conjointe de l'ARPME et de la Faculté des sciences d'administration. C'est vraiment une occasion unique sur 5 jours de pouvoir établir des contacts privilégiés avec près d'une quinzaine de chercheurs qui sont reconnus dans le domaine de l'entrepreneuriat de la PME sur des thématiques très variées. Je vous donne un peu des informations sur les conférenciers de l'édition 2021 qui aura lieu prochainement et je vous confirme qu'elle aura lieu que ce soit en présentiel ou à distance. On va offrir finalement les deux modalités. Donc, on sait qu'on vit dans un contexte extrêmement incertain, mais déjà, je peux vous confirmer que les deux modalités seront disponibles. Donc, par exemple, Christophe Schmitt, qui est un invité d'honneur, qui est notre invité international, bon, dans une perspective où on recevait au Québec. Marc Duhamel de l'UQTR va être également présent, José Saint-Pierre de l'UQTR, Sophie Veilleux, Jean-Michel Baudouin, Louis Cisneros, Claudia Pelletier, je m'excuse pour Claudia, il y a un petit coquille dans son nom, Martin Cloutier. Donc, bref, un ensemble de conférenciers extrêmement diversifiés. Des journées thématiques, souvent, on va avoir des journées où on va se recentrer sur certains thèmes comme l'éducation entrepreneuriale, les réalités des PME, où on va couvrir, par exemple, le numérique, la sortie entrepreneuriale, culture et internationale, entrepreneuriat et diversité. C'est une super belle journée où on a une belle programmation sur la question de la diversité en entrepreneuriat, l'entrepreneuriat immigrant et autres. Donc, cette année, l'école d'été va se dérouler tu peux aller à la prochaine diapo, Franck, du 31 mai au 4 juin. Donc, c'est la période, comme je vous le disais, soit en présence, soit à distance, dépendamment évidemment du contexte, des possibilités. Mais quoi qu'il en soit, ce sera accessible. Donc, on est très, très heureux de pouvoir cette année officialiser ce partenariat entre l'ARPME et l'école d'été. Alors, les informations vous parviendront par nos canaux de communication que j'évoquais tout à l'heure, site Internet, LinkedIn, également les flash infos, l'infolette. Quand vous êtes sur la liste de diffusion de l'association, vous recevez une panoplie d'informations. La veille, nos membres font une veille assez assidue de tout ça et c'est partagé par nos canaux. Alors, voilà un peu ce que je voulais évoquer pour ma part. Si vous avez des questions, je demeure par courriel et via l'association disponible. Je cède maintenant la parole à ma collègue Stéphanie Lou pour vous présenter une autre nouveauté de l'association. Merci Marie-Pierre, j'espère que vous m'entendez tous. Est-ce que mes collègues peuvent me faire un petit signe? Parfait. Donc bonjour à tous. Donc voilà, moi j'ai la charge ou l'honneur, je vais dire, de proposer et de vous présenter ce tutorat en ligne. L'idée que nous voulions développer au sein de la IRPME, c'était vraiment de prolonger l'esprit du congrès tout au long de l'année. C'est-à-dire pouvoir avoir, on en parlait tout à l'heure, cet esprit de convivialité, de rigueur, de discussion toujours riche, et de pouvoir le faire même si les congrès sont à distance, se réunir au-delà de ces 2 ans. Donc, le principal objectif du tutorat en ligne, c'est vraiment d'aider les doctorants, c'est notre première cible, mais également les chercheurs à avancer sur les travaux. Cela va avoir 3 intérêts, on va dire, que ce soit pour le chercheur, le doctorant qui se situe dans une impasse, que ce soit méthodologique, théorique, qui a envie de discuter ou de faire un point sur sa recherche, donc de pouvoir bénéficier des conseils de spécialistes hors de son laboratoire d'origine. Et pour ceux qui peuvent être dans des laboratoires pluridisciplinaires ou dans des laboratoires où on parle très très peu d'entrepreneuriat et des PME, avoir un lien en fait avec la communauté de chercheurs au-delà des congrès. Ensuite, pour des chercheurs plus confirmés ou pour ceux qui seront tuteurs, c'est de pouvoir exercer leur expertise
Donc, s'entraîner, on en parlait aussi comme une expérience de formation tout au long de la vie et être au plus proche de l'actualité de recherche en entrepreneuriat et en PME. Et on sait combien ça peut être riche de participer à des tutorats collectifs de doctorants, à écouter des soutenances de thèse, etc. Et surtout, pour notre association, ça permet de renforcer notre communauté et d'aider au développement de la recherche. Concernant les modalités d'organisation, donc assez simple, c'est déposer une demande de tutorat auprès d'Annabelle Jaouen. Je vous ai mis son adresse courriel dans le slide. Donc, pour demander un tutorat, il faut être membre de la IRPME. Si vous êtes doctorant, c'est votre directeur de recherche, membre de la IRPME, qui doit déposer cette demande de tutorat. Le doctorant n'est pas forcément membre de la IRPME. Par contre, c'est réservé aux chercheurs de la IRPME, quel que soit leur stade d'avancement dans la recherche. On sait que parfois, même en tant que chercheur confirmé, on peut se retrouver dans une impasse ou avoir besoin de discuter avec des collègues pour pouvoir dépasser un obstacle qui était mis sur notre chemin. L'ensemble de ces demandes seront présentées dans le flash info du mois. À partir de là, une fois que le flash info a été émis, les tuteurs qui sont intéressés par les thématiques proposées peuvent se positionner en se signifiant auprès d'Annabelle et les organisations des sessions se feront par Zoom de manière assez souple entre les personnes qui auront soumis leur intérêt pour ce tutorat en ligne. J'espère avoir été globalement claire. Si ce n'est pas le cas, si vous avez besoin d'autres précisions, je suis à votre disposition pour y répondre, que ce soit par le chat, par courriel ou sur le site de la IRPME. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je passe la parole à José Saint-Pierre qui va nous montrer, nous souligner comment toutes ces avancées de recherche vont pouvoir être valorisées dans la RIPME. Ah, merci Stéphanie, c'est une belle introduction. Alors, lorsque vous êtes membre de l'association, un des bénéfices importants, c'est le fait d'être automatiquement abonné à la revue internationale PME. Alors, pour un petit historique très, très rapide, en fait, bon, c'est mentionné sur le diapo, mais la revue est quand même l'une des plus anciennes, c'est la 3e plus ancienne revue au monde, anglais, français confondus et italien aussi d'ailleurs, qui se consacre exclusivement aux PME et à l'entrepreneuriat. Ici, je me permets d'ajouter que la mission de la revue, c'est vraiment de faire avancer les connaissances dans ces 2 domaines-là. Alors, ce qui fait qu'on a une exigence, des exigences très élevées au niveau de la contribution scientifique. Donc, c'est une revue savante qui est liée à une association savante. Donc, on exige les articles originaux et peut-être parler rapidement quelques mots. Il y a un processus d'évaluation qui est très, très rigoureux et qui commence notamment par des détections de plagiat pour s'assurer que les articles qu'on va publier en bout de ligne sont des articles intègres qui sont vraiment le fruit du travail des auteurs. Alors, on a une équipe de rédaction, un comité scientifique qui représente en fait l'ensemble des défis de la revue, des défis des domaines aussi, donc une équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des gens de tous les domaines d'entrepreneuriat et de la PME. On a une équipe multigénérationnelle, donc on a aussi différents niveaux d'âge qui nous permet aussi d'avoir une représentation des nouveaux enjeux dans la recherche, les sujets qui sont plus près des intérêts des jeunes chercheurs aussi. Et on a une équipe ici et un comité multinational, donc avec des gens qui viennent de différents pays. En fait, la revue, elle est aussi lue, diffusée et on a des auteurs de plus d'une trentaine de pays. Donc, on dit que l'association, la IRE-PME, c'est une association francophone, mais c'est aussi francophile, comme l'a souligné Franck au départ. Donc, on a aussi des auteurs qui viennent de pays non francophones. On travaille l'année dernière, dans les 2 dernières années, on a travaillé avec 200 évaluateurs
dans une année. Alors, le processus d'évaluation, vous soumettez un papier, on détecte son intégrité. S'il est envoyé au processus d'évaluation, il y a 3 évaluateurs, 3 experts du domaine qui vont être sollicités pour pouvoir évaluer, commenter, critiquer le texte. C'est un processus d'évaluation qui est rigoureux, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un processus qui se veut constructif aussi. Alors, au niveau de la revue, on ne tolère pas, par exemple, le fait qu'un évaluateur voudrait que démolir un article et ensuite justifier un refus. C'est pas notre politique, c'est pas du tout dans nos valeurs. Nos valeurs sont le fait d'avoir une communauté où on construit ensemble la science. Alors, c'est pour ça qu'on utilise le mot conversation. Alors, conversation entre les auteurs et l'évaluateur pour vraiment enrichir les travaux. On est maintenant répertorié dans les bases de données de EBSCO et de ABI Inform. Alors, qui sont les bases de données, en fait, qui sont probablement achetées par vos universités. Donc, la revue PME y est répertoriée maintenant, depuis le printemps 2019. Notre diffusion, on est diffusé en format papier. On termine cette diffusion en format papier dans les prochains mois et on est en version numérique sur le site de Érudit, qui est un organisme, localisé au Québec. Alors, à la fine pointe des connaissances, donc la revue, évidemment, c'est une revue savante qui publie des connaissances nouvelles. Donc, évidemment, on est à la fine pointe des connaissances. On a une certaine souplesse, comme, bon, avec l'année qu'on vit en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées, notamment les défis des PME, les défis des entrepreneurs, qu'est-ce qui se passe dans leur milieu. Les gouvernements ont besoin de connaissances, les entrepreneurs, les accompagnateurs, ce qui nous a amené a lancé un numéro spécial qui va sortir au printemps 2021 sur la COVID. Alors, comment cette situation-là est vécue dans différents domaines, autant par les entrepreneurs, les entreprises et ainsi de suite. Donc, un numéro qui est en cours. Peut-être parler rapidement. On a des numéros spéciaux, des numéros thématiques. Alors, l'accompagnement entrepreneurial, l'entrepreneuriat chez les femmes dans des situations de crise, l'environnement numérique, l'internationalisation. Ce sont des numéros thématiques qui ont été proposés par des membres de l'association. Alors ça fait partie aussi de notre contact et de notre cohabitation avec l'association. C'est-à-dire que la revue vraiment représente aussi ce que les gens font dans notre domaine. Alors, pour ce qui est de la COVID, c'est quelque chose qui a dû s'insérer rapidement. Donc, on a quand même une certaine souplesse pour se tenir à jour par rapport aux besoins de la société. On est engagé dans le développement des compétences à recherche des membres. Donc, la revue ne se présente pas uniquement comme un recueil, comme un collectif d'articles scientifiques. Il y a aussi des chroniques, des rubriques, des comptes rendus de lecture. Ces composantes-là qui viennent habiller la revue permettent en fait d'enrichir le métier de chercheur. Alors, le métier de chercheur qui se compose de comment on écrit un article, comment on travaille dans notre communauté, comment on valorise les connaissances et comment on essaie de faire mobiliser les connaissances. Ce sont des éléments qui sont discutés, présentés dans la revue par des différents auteurs. Alors, on participe à des congrès, on a aussi des séminaires de formation sur l'écriture, des ateliers de formation qui sont surtout sur une forme pratique, du coaching personnel dans certains cas, comme on va le faire entre autres dans l'article, dans le numéro spécial sur la COVID-19, et des capsules numériques qui s'en viennent sur les différentes facettes du métier de chercheur et comment améliorer ses compétences outils en diffusion de connaissances. Donc, nous, on est plus au niveau de la diffusion. Et notre visibilité sur les médias sociaux, elle est en construction à venir très bientôt. Alors, merci. Je retourne la parole à Franck pour le prochain congrès. Merci beaucoup, José. Quelle équipe fantastique quand même. C'était ce que j'étais en train de me dire pendant que vous parliez. Donc, peut-être 2 petits mots au final pour vous reparler du congrès. Donc, je disais, on aurait dû cette semaine être à Nice pour notre congrès. On l'a reporté au mois de mai, du 18 au 21. Et donc, ce report signifie aussi que les dates limites de soumission ont été reportées. Donc, vous avez encore jusqu'au 10 novembre pour proposer des tables rondes et vous avez encore jusqu'au 20 novembre pour soumettre vos résumés étendus pour la conférence. Et on espère évidemment tous vous y retrouver pour ce moment
de convivialité et de scientificité. Pardon. Voilà, on avait dit 35 minutes, on a tenu le temps, c'est magnifique. Et donc, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention et je remercie Marie-Pierre, Stéphanie et José, et aussi évidemment les autres membres du bureau de l'RPME, en particulier Colette et Sophie, qui sont également dans l'Assemblée. Voilà, la parole est à vous. Et je pense qu'il y a déjà une première question pour José. Oui, exactement, Franck. Je vais me faire un peu la gérante des questions. Je vois que certains lèvent la main. En fait, je vous inviterai à taper votre question, si possible, dans l'onglet Q et R, donc questions et réponses. Je vais m'assurer de poser les questions à nos conférenciers, aux personnes présentes du bureau. Alors, oui, effectivement, José, la question d'un participant qui demande, pourrais-je savoir, s'il vous plaît, avoir une idée des délais de publication pour un article dans la REP-PME? Oui, bien sûr, c'est quand même une question qui est très difficile à répondre simplement parce qu'il n'y a pas de normes. En fait, je vous donne les délais auxquels nous, on s'attend. Donc, lorsqu'un auteur dépose un texte, les évaluateurs, il y a un premier délai de 10 jours pour faire l'évaluation de l'intégrité. Ensuite, si le texte est envoyé en évaluation, les évaluateurs ont 6 semaines pour faire l'évaluation du papier. Et ensuite, ça revient auprès de l'auteur. Et là, ça va dépendre s'il y a un taux dépendant du degré d'avancement du papier et de l'acceptation des évaluateurs. Il peut y avoir un tour, 2 tours d'évaluation, donc des allers-retours avec l'auteur. Et une fois l'article accepté, et là, on a une année pour le publier. Alors, c'est un délai qui se situe en moyenne entre, je dirais, 10 mois et 18 mois à peu près, une fois que le processus est enclenché. Parfait. Merci, merci José. On a une question de notre collègue et ami Thierry Verstraete qui nous demande, étant encore dans l'interrogation, dans l'évolution du contexte COVID, est-ce qu'il y a une commission travaillant sur un éventuel congrès totalement ou partiellement en distanciel? Merci pour cet échange proposé cet après-midi. Merci Thierry. J'en profite peut-être pour mentionner que on a fait un choix pour des raisons technologiques et un peu, parce qu'il y avait un enregistrement, d'aller vers un webinaire où vous devez poser vos questions par écrit. Ça aurait été évidemment un plaisir de pouvoir voir les visages de tous et chacun, mais possiblement que pour l'Assemblée générale, si on devait la tenir avec une formule distance, on favorisera un moment où on verra le visage de tout le monde. Donc, je voulais simplement expliquer notre choix de formule. Donc, peut-être que je laisserai Franck répondre pour ce qui est du congrès et par la suite, je poserai la question suivante. Alors, merci pour ta question, Thierry. Pour l'instant, on espère encore toujours pouvoir tenir le congrès du mois de mai en forme physique. C'est clair que nous avons des participants qui viennent de différents continents et que les voyages seront sans doute compliqués par la situation. Et donc, il y aura évidemment des aménagements qui seront prévus pour nos collègues qui ne pourraient pas être présents, tant lors des ateliers que lors des tables rondes. Mais pour l'instant, on n'a pas encore pris une option du tout virtuel. Ça pourrait venir selon l'évolution de la situation, donc on n'exclut pas non plus. Et alors, cette question est aussi évidemment à l'ordre du jour du groupe de réflexion qui est présidé par Amélie Jacquemin sur l'avenir du congrès. Donc, est-ce qu'il faut un petit peu revoir les formules ou pas? Est-ce qu'on risque de perdre en convivialité? Donc, ça, ce seront des questions auxquelles ce groupe de réflexion a commencé à répondre et poursuivra son travail dans les années à venir. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, une autre question peut-être, Franck, comme tu es sur le thème du congrès que tu réponds, sur les conditions pour soumettre le résumé étendu. Donc, on a parlé de la date, peut-être expliciter un peu le format qui est attendu pour… Oui, mais donc le format est précisé sur le site. Donc, si j'ai bon souvenir, il faut évidemment parler de la thématique, un petit peu de la revue de littérature, de la question de recherche, de la méthodologie envisagée et déjà un peu des résultats.
Donc, on a décidé de passer un résumé étendu, je le disais, parce que c'était un petit peu devenu le standard dans les bonnes conférences. D'autant plus que pour des questions de plagiat, on publie de moins en moins d'articles complets dans les actes des conférences. Et donc, on a décidé d'également le faire pour notre congrès. Les dates, j'en ai parlé. Et donc, sinon, je vous renvoie vers le site de la conférence où vous trouverez l'ensemble des détails portant sur la façon dont vous devez soumettre et ce que vous devez y soumettre. Et peut-être aussi en profiter pour ceux qui ne trouveraient pas l'information ou qui ont besoin d'informations supplémentaires, c'est notre collègue Adnan Malawi qui est responsable notamment là, avec une équipe du congrès, mais toujours encore une fois, les canaux de communication sont très ouverts, donc n'hésitez pas à poser les questions, soit par l'adresse générique de l'association ou par l'un de ses membres. On va évidemment faire cheminer la question à la personne qui peut fournir les réponses. Voilà. Est-ce que certains... Ah, ici. Quand prévoyez-vous trancher pour la formule du congrès? J'imagine que ça fait référence à cette formule à distance, présentielle, hybride ou encore à distance. Alors, on n'a pas de date butoir et c'est une décision qu'on prend évidemment en collaboration avec les organisateurs du congrès, hein. Donc, Marie-Pierre a évoqué Adnan et son équipe. Et donc, voilà, on suit la situation au plus près et dès qu'une décision aura été prise, vous en serez informés. Mais je le répète, pour ceux qui, dès à présent, se diraient ça va être compliqué pour moi de venir au congrès, il y aura des aménagements qui seront prévus. Ça, c'est déjà certain. Donc, il y aura en tout cas toujours un plan B pour ceux qui seraient déjà certains de ne pas pouvoir voyager. Et également, une autre question, quelqu'un nous demande, un non-membre peut-il soumettre le résumé étendu au congrès? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'une fois que le non-membre a soumis son résumé, et si son résumé est accepté, il s'inscrit à la conférence et il devient membre. Donc, dans les faits, il n'est plus non-membre. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires? Ça peut être, encore une fois, Franck a beaucoup évoqué le fait que l'association est une grande famille, donc peu importe la nature des échanges, évidemment, même si ce n'est pas des questions très précises. Thierry qui nous dit « L'RPME disposait d'un comité de déontologie qu'il était possible de questionner en cas de litige. Ce comité existe-t-il toujours? Est-il toujours piloté par Pierre Cossette? » Alors, ce comité existe toujours et Pierre l'a effectivement présidé pendant de très, très longues années. Ce comité est toujours très actif. Il est composé de 3 personnes et Pierre a décidé de prendre sa retraite, entre guillemets, après avoir fait un super travail pendant de nombreuses années. Et c'est Jean-Marie Courent qui le remplace. Mais donc, le comité existe toujours, je dirais même plus que jamais. Parfait. Donc, j'aime beaucoup. On a plein de questions. Je trouve ça vraiment agréable. Ça veut dire que cette rencontre-là était pertinente. On a une question de Marc-André Villette qui nous dit « J'anime un groupe thématique GRH dans les PME à l'AGRH, donc dans une autre association depuis une dizaine d'années. Est-ce que la création de groupes thématiques à l'RPME est ouverte? » Alors, bien sûr, hein, on ne demande pas mieux que d'avoir de nouveaux groupes thématiques. Et on essaie même de rendre la vie de ces groupes thématiques la plus simple possible, en mettant parfois la technologie à leur disposition pour organiser des réunions. Et nous ne sommes évidemment pas fermés à des groupes thématiques qui seraient communs à d'autres associations. Donc, on a notamment 2 groupes thématiques qui étaient au départ des groupes de l'AEI et qui sont devenus également des groupes de l'RPME. Et donc, évidemment, on est plus qu'ouvert et plus qu'enthousiaste à l'idée d'accueillir de nouveaux groupes. Et donc, si vous souhaitez en faire un groupe qui soit également un groupe thématique de l'RPME, nous en serions absolument ravis.
Alors, Olivier Duval-Montmini, qui est le technicien qui nous accompagne, m'offrait en aparté, là, en m'écrit en demandant « Est-ce que tu souhaiterais que j'active tout le monde? » Et j'ai acquiescé à la demande en disant que comme on est 26, ce serait chouette de pouvoir revoir, dont plusieurs sont des collègues et amis. Donc, j'ai ouvert la possibilité à ce que tout le monde puisse prendre la parole. Ceci dit, on peut poursuivre dans les questions, Franck. On nous demande est-ce que le résumé étendu doit obligatoirement comporter des premiers résultats? Je vais faire appel à l'équipe. Je ne sais plus ce qui est précisé sur le site. Alors, moi, peut-être pour apporter un élément de réponse sur le résumé étendu, il est demandé effectivement dans les différents items à remplir, mais je serais tentée de répondre, parfois on est sur des recherches en cours, Oui. Ne pas hésiter à proposer, si même on est en train de faire une grosse réflexion théorique sur un point particulier, ne pas hésiter à rentrer en conversation, comme disait José, avec la communauté. Le congrès, il sert aussi à ça. Donc peut-être dire, voilà, mon résultat, c'est d'être arrivé à cette impasse-là, où j'en suis dans mon processus de recherche, je suis à cette étape-là du processus de travail. Donc moi, je ne m'auto-censurerai pas sur cet élément-là. Et alors, évidemment, c'est le job des évaluateurs de regarder si, au moment du congrès, les auteurs sont susceptibles ou non d'arriver à des résultats. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir quelque chose qui soit encore complètement au stade d'ébauche, mais de déjà avoir des résultats présentables. Peut-être pas encore des résultats publiables dans des revues, hein, ce n'est pas ça le but. Hein. La vie normale d'un travail scientifique, c'est d'abord être présenté en congrès, puis bonifié sur base des commentaires, et puis ensuite envoyé à des revues. Donc, je pense que la réponse consiste en un juste milieu. Il ne faut pas encore quelque chose qui soit publiable en l'état, mais quelque chose qui soit déjà présentable. Donc, venir sans résultat ne serait sans doute pas intéressant ni pour l'audience, ni pour les auteurs. On a également une question très intéressante à l'effet. Est-ce que le résumé à soumettre doit être nécessairement le même que le texte qui fera l'objet de discussion au consortium doctoral? Donc, on présume ici de quelqu'un qui souhaite participer au consortium doctoral et est-ce qu'il a la possibilité à ce moment-là de présenter quelque chose au congrès? Puis est-ce que ça doit être la même chose ou différent? Ça peut être différent, évidemment. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que lors du consortium doctoral, la présentation doit être un petit peu plus large, donc porter sur l'ensemble du projet de thèse, tandis que dans les ateliers, c'est un papier plus circonscrit, peut-être un des papiers de la thèse pour ceux qui font une thèse par article plutôt qu'une thèse monographique. Mais donc, non, pas nécessairement. Mais c'est tout de même plus intéressant pour vous si vous recevez un feedback sur quelque chose qui va faire partie de votre thèse. Parfait. Je vois si vous avez un affichage, vous mettez l'affichage galerie. J'invite les collègues qui le souhaitent à peut-être ouvrir la caméra, comme ça on verra les visages, on pourra au moins se sourire en personne. Si on peut continuer à prendre les questions. Bonjour tout le monde. Ah, c'est... Hein, José, là, je pense que José va être content. Elle souhaitait pouvoir voir les gens. Alors, peut-être que Stéphanie, ça, c'est une question pour toi. C'est peut-être un élément que tu pourrais redire. On a Isabelle qui nous mentionne être économiste à l'Université de La Réunion et que ça lui permet, évidemment, elle apprécie l'échange pour se connecter à un réseau. Le tutorat l'intéresse également beaucoup, donc peut-être qu'on peut répéter le fonctionnement, Stéphanie, si quelqu'un est intéressé. Alors, deux possibilités, en fait, pour rompre l'isolement. C'est vrai que sur La Réunion, effectivement, on y pense sur ce côté insulaire, mais on peut aussi penser à des collègues, et ça a été mon cas il y a quelques années, d'être isolé dans une équipe de recherche qui ne parlait pas d'entrepreneuriat et de management de la PME, ou qui parlait d'entrepreneuriat dans un sens que je n'abordais pas. Donc, ça permet effectivement de rompre l'isolement de deux façons, soit en proposant soi-même pour être tutoré, c'est-à-dire sur un travail qui est en cours d'avancement, soit aussi pour venir tutorer des doctorants sur certaines thématiques.
Donc, cette rencontre, elle se fait vraiment, c'est Annabelle Joawen qui va gérer la rencontre entre ces deux parties. Et les équipes Zoom donc, se feront de manière, on va dire, assez fluide et souple selon les disponibilités des participants. J'espère avoir pu renseigner un peu plus. Merci, Stéphanie. Oh, là, je vais demander à certains qui avaient peut-être ouvert le micro de le refermer ou je ne sais pas qui fait du… OK. En fait, ça va être Stéphanie qui va peut-être, notre trésorière, qui va peut-être pouvoir répondre. En fait, tout le monde peut répondre, mais je vais te céder la parole. Quelqu'un demande, en fait, comment adhérer à l'association et être un membre actif. Donc, de quelle façon on peut procéder? Alors, en se rendant sur le site Internet de l'association, vous allez avoir un petit onglet « Devenir membre ». À partir de là, vous allez remplir donc, un formulaire qui va vous permettre de devenir membre. Vous serez membre effectif. Donc, Marie-Pierre l'a précisé, je suis la trésorière, donc vous devenez membre effectif après le paiement, qui peut se faire de différentes façons. Donc, il peut se faire via PayPal directement ou sinon par bon de commande. Et dans ce cas-là, c'est de ma responsabilité d'envoyer à vos institutions le RIB de l'association pour que cela puisse se faire. Ensuite, il y avait deux questions dans cette première question. C'était vraiment sur le côté factuel, comment devenir membre, le site, aussi simplement que ça. Et ensuite, comment être membre actif. Là, j'allais dire, on vous propose plusieurs activités. Charge à vous de les saisir. Venez participer au tutorat en ligne. Venez participer au webinaire et de ce fait, vous serez déjà un membre actif de l'association. Très bien. On a, je ne sais pas, pendant que peut-être d'autres questions. Simplement pour vous dire, on vous a fait un petit sondage en direct tout à l'heure. Donc, on constate qu'il y a des gens qui sont déjà membres de l'association, d'autres qui ne le sont pas. On a quand même un 40 d'indécis par rapport à la participation au congrès. Donc, on comprend que le contexte est extrêmement incertain et ça ajoute certainement à la décision, finalement, ou la difficulté de prendre une décision pour l'instant. Donc, on espère avoir convaincu plusieurs d'entre vous de soumettre et de participer, que ce soit à distance ou en présentiel. Je pense que la rencontre de ce matin témoigne du côté très convivial puis très amical de nos rencontres, peu importe les modalités. Alors, également, on le voit maintenant à caméra ouverte comme ça, on voit plusieurs collègues qui sont professeurs, chercheurs dans différentes universités. J'en vois du Québec, j'en vois de la France, j'en vois de la Belgique. Alors, une belle représentation aujourd'hui. Mais parmi vous, il y a à peu près un 20 là, on a quelques doctorants qui sont présents. Donc, encore une fois, j'espère qu'on a pu témoigner de l'ouverture et de l'intérêt de l'association à accueillir, à côtoyer, puis à pouvoir échanger avec les doctorants, avec la relève, avec ces gens qui travaillent sur des thématiques nouvelles à travers leurs projets. Donc, c'est toujours des échanges qui sont extrêmement fructueux. José a mentionné également avec la revue, qui est une belle plateforme également pour partager et diffuser les travaux de la relève, pour travailler avec le processus d'évaluation, mais qui est une évaluation qui se veut dans l'esprit de la revue extrêmement constructive pour permettre de faire rayonner la recherche qui se fait dans la francophonie. Alors ça, c'est quand même très, très présent dans notre association. Si je peux t'interrompre, Marie-Pierre, pour revenir aux questions concernant le congrès, donc il y avait pas mal de questions qui portaient sur le colloque. Donc, à votre place, je ne m'inquiéterai vraiment pas. On va en tout cas aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui du commodal. Donc, pour ceux qui ne seraient pas présents, il y aura évidemment une solution qui sera proposée. Et dans le pire des cas, le congrès se tiendra complètement de manière virtuelle, mais il aura bien lieu. Franck, on a voilà, une collègue. Oh, pardon. Il y a une collègue du Québec, Amélie Cloutier, qui demande peut-être en savoir un peu plus sur le prix de thèse qui est offert. Donc, le prix de thèse, c'est une thèse qui doit avoir été soutenue, défendue dans les 2 années qui précèdent le congrès. Et puis ensuite, c'est assez facile. Hein, donc, il faut soumettre
la thèse et ça se fait en suivant les directives qui se trouvent sur le site de l'RPME. Alors pour les membres, vous serez de toute façon encore avertis via un flash info. On vous demandera de partir à la recherche de thèses et de doctorants qui auraient soutenu pendant les 2 dernières années pour le soumettre. Alors, la thèse ne doit pas nécessairement avoir été soutenue dans une université française, évidemment. Elle peut avoir été soutenue dans n'importe quelle université de notre réseau. Et la question s'est posée de savoir quid de thèses qui seraient éventuellement soutenues complètement ou partiellement ou rédigées complètement ou partiellement en anglais. Parce que notamment pour les thèses par article, ça arrive qu'elles soient complètement ou partiellement composées d'articles en anglais. Et dans ces cas-là, on accepte évidemment ces thèses-là également. Alors, pourquoi est-ce que je parlais de thèses soutenues en France? Parce que l'RPME est également membre de la FNEJ, donc la Fédération des écoles de gestion françaises, et que la FNEJ a un prix de thèse qui vient couronner la meilleure thèse de toutes les associations en sciences de gestion. Et là, la condition pour cette thèse-là, pour que nous puissions la présenter au prix de la FNEJ, c'est que la thèse ait été soutenue dans un établissement français. OK ? Et donc, imaginons que nous ayons deux excellentes thèses. Ce n'est pas impossible que lors du congrès, nous ayons 2 prix de thèse. Un prix venant récompenser une thèse qui n'a pas été soutenue dans une université française et qui aurait été soutenue en français ou en anglais ou peu importe, mais qui n'aurait pas été soutenue en France. Et puis un autre prix qui sera celui qui concourra au prix de la FNEJ pour une thèse soutenue dans une université ou une grande école française. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Mais donc la condition, c'est d'envoyer la thèse au moment où vous serez sollicité. Et pour ceux qui ne seraient pas membres, je vous encourage à aller visiter notre site et toutes les conditions s'y trouvent. Merci beaucoup. Je ne sais pas si un des membres du bureau veut ajouter quelque chose. Je pense que c'est une information qui est assez complète. Pour ma part, ça va. On a une question intéressante de Samira qui nous demande est-ce qu'il y a possibilité de co-encadrement des thèses sur l'entrepreneuriat avec des chercheurs du Maroc? Alors, peut-être que je ne sais pas si on veut, si Franck, tu veux réagir ou si on veut plus de précision sur la question ou le cas précis. C'est une question qui relève en fait de la politique des universités. Hein. Il n'y a pas de réponse générale pour l'RPME. Donc, ce que vous devez faire dans ce cas-là, c'est identifier un chercheur dont les travaux vous intéressent et puis voir si son université propose des co-encadrements. C'est souvent le cas. Hein. Et en tout cas, sur base de ma propre expérience, c'est relativement léger à mettre en place. Mais ce ne sont pas des politiques qui dépendent de l'RPME, ce sont des politiques qui dépendent des universités partenaires. Peut-être, Franck, je pourrais rajouter qu'il ne faut pas confondre les termes co-encadrement et co-tutelle. C'est des termes, parce que le co-encadrement peut se faire directement avec un chercheur. Ça ne demande pas nécessairement d'intervention de l'université. Un chercheur peut décider de co-encadrer simplement. Par contre, lorsqu'on parle de co-tutelle, là, ça implique l'université parce que c'est l'équivalent d'une double diplomation. Donc, il y a une reconnaissance des exigences de formation dans les 2 universités qui doit être respectée. Mais pour ce qui est du co-encadrement, ça se fait par contact directement avec les chercheurs et peut-être aussi, parce que on me demande souvent, on me pose souvent cette question-là, peut-être aussi de faire attention, le co-encadrement devrait impliquer l'étudiant qui communique avec un professeur pour être co-encadré, devrait d'abord vérifier avec son directeur. Si lui accepte de travailler avec un collègue d'une autre université. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux étudiants. Attention, vérifiez avec votre directeur d'abord s'il est d'accord avec la démarche. Peut-être pour rebondir dans le cadre du tutorat collectif, c'est aussi
voilà, ça peut être aussi un des objectifs, c'est-à-dire de trouver des personnes qui potentiellement peuvent être intéressantes pour votre recherche. Et je disais bien que c'est votre directeur de recherche qui doit faire la demande. C'est-à-dire qu'il faut être complètement en transparence avec son directeur de thèse. Peut-être effectivement, ensuite, vous trouverez un co-encadrant aussi par ce biais-là. Et ça peut aussi se faire de manière assez simple au travers de la participation au jury de thèse. Hein. Quand on compose le jury, aller chercher un chercheur dont les travaux vous intéressent. Et toujours avoir avec le directeur de thèse, évidemment, hein, mais lui proposer de devenir membre dans certaines universités, on a un comité d'accompagnement, donc c'est en amont du jury, ou alors plus loin, devenir membre du jury de thèse. Avant de renchérir, j'en profite pour saluer Amélie Jacquemin qui va nous quitter. Alors, ça a été un plaisir de voir ta binette, comme on dit au Québec, à travers l'écran. Peut-être en complément d'information, il y a des aspects très éclairants, plus techniques là, sur le co-encadrement et sur la participation de chercheurs sur les thèses. Mais il y a en fait l'idée, je ne sais pas si c'était ça la question, mais l'RPME peut certainement être un endroit privilégié pour repérer des gens qui, effectivement, issus de pays francophones ou en tout cas de chercheurs francophiles qui s'intéressent à des thématiques. Donc, dans ce sens-là, il y a peut-être moi, comme Franck le disait, je suis responsable du Collège des VPPI. Donc, on a quand même un certain nombre de représentants dans les différents pays de représenter dans notre grande association. Et au besoin, je pourrais faire appel à la personne, par exemple, qui est notre représentant Maroc pour voir si on peut repérer ou faire un certain repérage de chercheurs et de collègues qui sont intéressés par vos thématiques. Donc, c'est peut-être l'ajout que je ferai. C'est évidemment ça aussi l'intérêt de l'association, hein, c'est ce qu'on disait, hein, quand on est à la recherche de collaboration internationale, c'est d'aller chercher dans ce réseau fantastique qu'est l'RPME, d'aller chercher des collègues dans d'autres pays, des collègues qui auraient des expertises, qui pourraient venir en collaboration en sus de l'expertise déjà présente dans un comité de thèse. Absolument. Pour l'instant, je ne vois plus de questions-réponses. On semble avoir écoulé, j'espère. Sinon, faites-moi un signe. En même temps, on avait une prétention de couvrir 1 heure, 60 minutes d'échange. Donc, il est présentement 10 heures. Certains nous ont déjà quittés. Alors, Didier doit également nous quitter. Mais ça a été un plaisir de te voir, Didier, effectivement. Alors, c'est là qu'on voit que le congrès nous manque, ou du moins cet événement-là nous manque, puis on espère vraiment avoir la possibilité de vous revoir en personne, tout le monde, bientôt. Donc, je te laisse le mot de la fin, Franck. S'il n'y a plus de questions à couvrir, on semble avoir fait le tour. Je redis quelle équipe fantastique. Donc, merci à toutes. Et merci à tous les participants aussi. Et ce qui m'a vraiment fait grand plaisir, c'est de voir qu'il y a des anciens, des très anciens, de très jeunes. Et donc, ça montre bien que l'RPME continue à parler à toutes ces générations de chercheurs. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons continuer à œuvrer. Voilà, merci à tous pour votre participation. Et au plaisir de vous retrouver au plus tard au mois de mai au congrès. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et merci à Laval pour l'organisation. Merci à Marie-Pierre. Merci à Olivier. Merci tout le monde.